matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et très heureuse, comme toujours, de le recevoir. Carl Zéro est avec nous. Bonjour Carl Zéro. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Fondateur du journal d'investigation L'Envers des Affaires, dont on va parler. Vous présentez le numéro 13 aujourd'hui. Vous êtes aussi fondateur de la chaîne TV du numérique Carl Zéro TV et encore de cette association justicepourlenfance.org sur laquelle on dira quelques mots également. Avant de se plonger dans ce dernier numéro de L'Envers des Affaires, je vous propose d'écouter ce petit teasing. Le numéro 13 de L'Envers des Affaires est enfin en kiosque et ça valait le coup d'attendre. En fait, c'est à hurler. Chaque jour que Dieu fait, l'aide sociale à l'enfance place abusivement des gosses pour des raisons stupides, grotesques. Attention, on parle là de 330 000 enfants. 80% d'entre eux n'ont aucune raison d'être placés. Mais l'ASE fait du chiffre, au bénéfice d'associations qu'elle agrée et qui se gavent sur le dos de ces mêmes gosses, avec notre pognon. Ce système à la con, il nous coûte 10 milliards par an. Vous imaginez, à nous, les contribuables. T'as compris comment montrer patte blanche à Bruxelles, Barnier ? Et bien entendu, pendant ce temps-là, les incesteurs à répétition continuent de passer au travers des mailles du filet, d'une justice aux abonnés absents. Les petites victimes continuent à subir viols, abus sexuels, tortures, et bien rares sont les services sociaux et les magistrats qui se bougent pour les sortir de l'enfer. Au contraire, ils les expédient dans des familles d'accueil qui les martyrisent. On vient de le voir encore dans le Nord, récemment. Ou plus délirant encore, il les confie aux pères prédateurs pédophiles. On rêve. Notre dossier est sans appel. Le système de protection de l'enfance en France est à la fois fou, voleur et moribond. Lisez L'Envers des Affaires, le numéro 13, il est en kiosque. Vous allez voir si je délire. Delon, dernier secret. À son décès, j'ai trouvé ce titre. Et j'en étais assez fier, mais finalement je le trouve sensationnaliste et réducteur. Pourquoi Delon d'ailleurs, me direz-vous, dans L'Envers des Affaires ? Parce que dans une autre vie, comme on dit, j'ai approché le fauve d'assez près. Et vous allez voir dans quelles circonstances abracadabantesques. Et on a pu se parler réellement. Hors des affaires, Delon, il en a traversé beaucoup le bougre. Et aller en visiter l'envers ou les coulisses, sans tabou, mais sans délire non plus comme certains, me paraît important, tant le demi-dieu Delon et son double, Alain, restent un mystère. Notre petit guide illustré du quartier latin pédophile des années 80 se base sur 2 témoignages effarants, parus en juin dernier. Les récits de 2 femmes formidables, Inès Chatin et Mathilde Brasilier. Des révélations qui auraient dû provoquer un électrochoc dans tous les médias, suivi d'une prise de conscience globale des Français, enfin du moins de ceux qui ignoreraient encore l'ampleur du fléau pédocriminel. Mais non, tu penses à rien. L'occasion pour nous de remettre le couvert. Le 29 juillet 2018, Tiphaine Véron a disparu au Japon, dans la ville de Nikko. Retrouver Tiphaine, savoir ce qui a pu lui arriver, c'est la quête de Damien Véron, son frère. Et ça me touche. Sans relâche, contre vents et marées, dans un pays à la justice hyper complexe, et dans une région où les cadavres s'entassent, sans aucune explication, franchement, ça force le respect. Damien s'est confié à l'envers, et on va l'aider dans ce combat. Les ovnis maintenant. Ah, air connu, c'est pour les fadas. Sauf que, attention, juste ciel, depuis la déclassification récente d'archives aux États-Unis, le débat est relancé. Militaires, scientifiques, des gens considérés comme sérieux nous disent qu'il va falloir regarder le ciel de plus près. Leurs avis convergent. Enfin, dans ce numéro 13 de L'Envers des Affaires, la saga Puff Daddy ou P. Diddy continue. Normal, on a quand même été les premiers à vous alerter fin juin. On va pas être les derniers sur le pont maintenant. D'autant que c'est tout Hollywood qui est en train de se casser la gueule sous nos yeux. Et ça, c'est plutôt poilant. L'Envers des Affaires, numéro 13, est en kiosque, en digital aussi. Soutenez-nous, parce qu'on fait pas ça pour rigoler. Loin de là. Ça donne envie, en tout cas, Carl Zéro. Et vous faites pas ça pour rigoler, je peux le confirmer, parce que je vous connais un peu et je sais à quel point vous prenez tous ces sujets à cœur. Alors, beaucoup de sujets que vous évoquez, d'ailleurs, très, et on le disait en off, très variés, très différents. Et on va revenir sur l'affaire Delon, qui est très sympathique et rigolote. Mais commençons peut-être par P. Diddy. Vous l'avez dit, vous êtes le premier à en parler, l'un des premiers, en tout cas en France. Quelles sont les dernières nouvelles, finalement, de ce dossier ? Ça tombe tous les jours. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a appris qu'il y avait un petit garçon de 10 ans qui avait été drogué et violé par P. Diddy. On savait déjà précédemment qu'il y avait une fille de 13 ans et une autre petite fille de 9 ans
qui également avait été drogué et violé par P. Diddy et sa bande de copains lors de ces fameuses soirées dont on a parlé et qui rappellent évidemment le système Epstein. Oui. Et donc, on sait que tout ça a été filmé. On sait qu'il utilisait parfois ces vidéos pour se vanter. Il y a des viols extrêmement violents qu'il envoyait pour rigoler sur les réseaux sociaux où on ne voyait pas sa tête, mais on comprenait que c'était lui et sa bande. Pardon, je tousse. J'ai pas arrêté de fumer, Clément. Je pense que Faites je vais votre arrêter. mea culpa. Ouais. Je prends mes vitamines. Oui. Alors prenez vos vitamines en attendant. Voilà. Une question. Oui. Non, P. Diddy, on n'en voit que le début. Ce qu'on voit, c'est que il a beau proposer absolument tout, des centaines de millions de dollars, ses propres villas en caution pour sortir de prison. Là, pour une fois, il le garde. Alors il ne faudrait pourquoi pas qu'il se suicide. Oui, c'est ça. Après, bon, il y a une question quand même qui me taraude et à laquelle j'ai pas trouvé de réponse. C'est pour quelle raison c'est sorti maintenant? Parce qu'on est à quelques jours des élections quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de Kamala Harris? Évidemment, puisqu'on sait qu'ils étaient proches d'Obama, proches de Michelle Obama et proches de Kamala. Est-ce qu'il n'y a pas eu une soirée? Est-ce qu'il n'y a pas eu des vidéos? Est-ce que c'est pas par derrière l'équipe de Trump qui va sortir. Elon Musk qui est quand même renseigné, qui a du pouvoir, qui a des réseaux, qui a ouvert les Twitter files, qui est capable d'en ouvrir d'autres. Donc, est-ce qu'on ne va pas, dans les jours qui viennent, avoir une révélation? J'aurais bien voulu. Vous pensez qu'il y a une stratégie d'attente de dernière minute? C'est possible, parce que c'est quand même... Ça peut... S'il y a une révélation autour de Kamala, précisément, ça peut inverser le cours de l'élection. Il est déjà bien en... Il est bien emmanché, si on peut dire. Oui. Mais, bon, à qui profite le crime? Moi, l'expérience m'a appris que quand quelque chose arrive comme ça, rien ne tombe du ciel, à part le Saint-Esprit. Enfin, surtout ces choses-là, je dirais, en général, pour qu'elles sortent et qu'on les entende, c'est qu'il y a une instrumentalisation. Il y a quelque chose derrière, donc j'essaye de comprendre d'où ça peut venir, et pour l'instant, je ne vois pas, mais je vais finir par trouver. Alors, justement, toujours dans cette analyse de l'événement, plus que des faits, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement tout le monde s'éloigne de P. Diddy. Là, comme vous dites, il faudrait quand même pas qu'il se suicide dans sa prison. Là, d'un seul coup, grand silence autour de lui. Parce que tout le monde était pote avec lui, que tout le monde était dans ses soirées. Encore là, beaucoup plus qu'Epstein. Il y avait vraiment tout Hollywood qui venait. C'est pas qu'une histoire de rappeur black à casquette à l'envers. C'est tout le monde. Donc les acteurs, les actrices, et c'est tout un système qu'on avait vu au moment. Est-ce qu'il y avait un système de chantage aussi comme le réseau Epstein ou pas? Oui, pour réussir dans la carrière, ça c'est évident. Bieber le dit, tous le disent. Il fallait passer à la casserole pour être présenté aux bonnes personnes dans les bonnes maisons de disques ou pour avoir le bon rôle dans le bon film, etc. Donc il y avait ce système un peu à la Weinstein. Mais ce système de film et d'être retenu finalement un peu par des films compromettants, par exemple. Aussi, bien sûr, et ça permet de tenir aussi. Quand vous êtes P. Diddy, si vous tenez le patron d'Universal par des vidéos compromettantes, évidemment, votre carrière et la carrière de vos poulains ou de vos pouliches est beaucoup plus facile. Donc il a mis en place un système. Est-ce qu'il y avait des gens au-dessus de lui? Comme toujours, sans doute. À qui rendait-il service? On va le découvrir, voilà. Mais tout le monde sent bien qu'il se passe un truc gigantesque à Hollywood. Est-ce que c'est juste, entre guillemets, orgiaque, c'est-à-dire on se retrouve, on baise ensemble, et si on peut, on profite des jolies filles, ou est-ce qu'il y a des réseaux derrière plus graves de pédocriminalité, voire pédocriminalité infantile? Il y a là, on vient de parler d'enfants, donc c'est de la pédocriminalité infantile, et puis il y a des images, je ne sais pas si vous avez vu, qui circulent sur les réseaux, où on voit des sortes de cérémonies sataniques, filmé en noir et blanc, comme une caméra de surveillance, avec des cortèges d'hommes qui portent une femme, qui mettent sur une table. C'est une messe noire, un petit peu comme ça, au pays des rappeurs. C'est assez curieux. Alors, est-ce que ce sont de vraies images, de fausses images? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être de vraies images. Et il y a aussi l'histoire des souterrains sous ces palais. Bien sûr. Malheureusement, quand on imagine le pire, on n'est pas loin de la vérité. Et on s'en rend compte de plus en plus à chaque affaire. C'est-à-dire, mais au fond, il faut être pragmatique. On peut évidemment commencer, et bien souvent ça commence comme ça, par des partous, des orgies, des trucs pour rigoler, parce qu'on est libertin, parce qu'on a envie de se marrer, de picoler. Mais assez rapidement, on va plus loin. C'est l'effet de l'addiction. Et quand on va plus loin, c'est des victimes de plus en plus jeunes.
ou des animaux, et tout ce qu'on peut imaginer, parce que dans le vice, finalement, on s'avilit. Ouais. On s'avilit, et évidemment, alors après, les croyants comprendront ce que je veux dire, le rôle du diable est éminent dans ces affaires-là, bien sûr. Ouais, c'est intéressant que vous parliez du diable. C'est pas la première fois d'ailleurs dans l'envers des affaires. Vous avez choisi d'ailleurs sur cette affaire P. Diddy de mettre dans les illustrations cette image cette fameuse image qui a été, on va dire, un amusement qu'ont fait des internautes autour de l'affaire P. Diddy, de vente d'une petite marionnette P. Diddy et d'une huile pour bébé. C'était pour revenir sur cette affaire des huiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est L'affaire passé ? des huiles, c'est qu'il avait une pièce, il y a même la photo quelque part dans le journal, de la pièce où il a 10 000 bouteilles d'huile pour bébé. Ben voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a une collection d'huile pour bébé absolument délirante. Et quand on lui dit, mais alors, d'où vient cette huile ? Il dit, je l'achetais en gros parce que j'en raffole et j'allais chez Costco. Alors, Costco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin, une chaîne américaine qu'on trouve aussi au Mexique, en Amérique latine, et où tu achètes par palette. C'est-à-dire que si tu as par exemple une grande famille et que tu veux boire énormément de coca, pourquoi ne pas acheter 100 bouteilles de coca d'un coup ? Et là, il a acheté 1000 bouteilles d'huile pour bébé, Johnson. C'est Johnson à la marque, je crois. Que c'est ça, Baby Oil. Mais par contre, évidemment, il ne dit pas pourquoi faire. Mais après, on a 1000 récits de ses gardes du corps, de son dernier producteur en titre qui était effaré parce que les soirées consistaient il allait au sex shop avec son producteur et il achetait tous les objets sexuels du magasin, tous. Et 3 limousines arrivaient derrière, embarquaient le matériel. Mais il en faisait quoi de toute cette huile, de tous ces godemichers ? Enfin, bref, quoi, c'est au-delà du réel. Oui, c'est intéressant. Mais l'image, en effet, la photo que vous mettez en illustration est assez parlante. Alors, on reste sur cet univers, on va dire, un peu trash de la pédocriminalité pour parler de votre grand dossier, pareil, dossier suivi chez vous, de l'ASE, du système de l'ASE. Et vous commencez d'ailleurs comme ça dans votre teasing. Ça ne s'arrête pas, malheureusement. Les affaires se suivent et se ressemblent. Vous avez lancé l'alerte, on lance l'alerte. Des avocats, quand même, certains font le travail. Des familles n'en peuvent plus, mais ça continue. Alors là, oui, on est vraiment face Aide sociale à l'enfance, pardon, je précise. On est l'ex-DAS. On est face à un scandale qui est à la fois financier, puisque ça coûte 10 milliards par an, à vous, à moi et à tout le monde. Tout ça pour placer des enfants à tour de bras, puisque les différents gouvernements ont choisi cette option de dire il faut toujours plus de placements. Donc on a une espèce de machine, de bête qui s'auto-nourrit en plaçant. Et quand on parle avec les spécialistes, ils disent que 80% des enfants placés ne devraient pas être placés. C'est dingue. Oui. C'est-à-dire, c'est un signalement, mais ridicule, même d'une maîtresse qui veut pas faire du mal à l'enfant spécialement, mais qui dit il est mal habillé, ou il n'a pas pris son petit déj ce matin. Et au 3e petit signalement comme ça, boum, les services sociaux s'en emparent, on retire l'enfant, et alors l'enfant, qu'est-ce qu'il devient ? Il se retrouve soit en foyer, soit en famille d'accueil. Il n'a plus sa famille, il n'a plus ses copains, il n'a plus ses habitudes, il n'a plus rien. Interdiction de communiquer. Il doit rebâtir son petit univers alors que son univers commençait à peine. Certes, son univers était peut-être pas parfait, mais il était mieux quand même que ce qu'il va trouver derrière. Il faut rappeler, on a des chiffres aussi, 15 000 enfants, 15 000 mineurs sont prostitués au sein de l'ASE. Ouais, c'est affreux. 15 000 personnes. Donc c'est quand même une usine à violer des gosses qui coûte 10 milliards par an et dont les représentants nous disent on manque de moyens. On rêve. Enfin, là, véritablement, c'est un scandale. Ouais. Et on a beau alerter. Ils ont même créé une commission spéciale. Bon, après, Macron a dissous l'Assemblée, donc la commission a giclé. Mais aux réunions de la commission, là encore, il y a la photo, il n'y avait personne. Il y avait 2 députés qui s'étaient déplacés pour s'intéresser à la protection de l'enfance dans les ASE et au placement abusif. Donc arrêtez le massacre. Oui, mais pourquoi personne ne réagit alors qu'on sait d'abord que ça coûte un pognon de dingue et que les enfants, vous l'avez dit, prostitution, souffrent, malheur, eux-mêmes crient à l'aide, demandent de revoir leurs parents. Enfin,
Encore une fois, ce sujet me trouble énormément parce que je suis mère et de séparer ses enfants, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Et d'être séparé en se disant qu'on est en train de mentir à ses enfants en disant vos parents sont mauvais, parce que c'est souvent ce qui arrive. Parce que ça se passe au niveau des départements. Et il faut comprendre que dans ces départements, les employés des ASE, des services sociaux, sont également des responsables syndicaux ou politiques, et que les élus ont besoin d'eux. Et donc, ce sont des petits fromages. Il y a des associations qui sont en lien, qui sont agréées par les ASE et qui perçoivent entre 2 000 et 10 000 euros par enfant, juste pour avoir placé l'enfant et vaguement surveillé. Et quand on voit dans la récente affaire du procès de Châteauroux, qui concerne 8 mineurs du Nord, maltraité, on a reçu ici l'avocat, maltraité. Jean Sagnier, vous l'avez eu non, c'était l'autre, mais bon, l'avocat de l'enfance. Madame Benayoun. Défense de l'enfance. Mais bon, ok, non mais... Et vous avez vu qu'au procès, on a découvert qu'il y avait aussi un aspect viol qui n'avait pas été traité, qui va donner lieu à un autre procès. Donc, là encore, enfin, il n'y a pas de jour maintenant sans que ça sorte, sans qu'on voit ce qu'ils font au sein de ces ASE. Et pourquoi ça ne réagit pas? Parce que je vous dis, les responsables sont emmerdés vis-à-vis des services sociaux, parce que, passe-moi la moutarde, je te passe le séné, et avec les assos, c'est pareil. Ce sont des histoires de... Mais même le principal accusé au procès de Châteauroux disait qu'il recevait pour ripailler les élus du Nord qui ne se sont pas présentés au procès. Et donc, et qui disent on n'a rien à voir avec ça, on n'était pas au courant. Oui, enfin, s'ils allaient ripailler avec le mec qui violait sa propre fille, et là on a découvert qu'il violait une autre petite de 8 ans, il ripaillait. Et donc, imaginez les plaisanteries à table quand ils ont 2-3 verres dans le nez. Qu'est-ce qui se passe derrière? J'ose même pas l'imaginer. Donc, on sent, comme toujours, la présence de réseaux occultes qui couvrent les choses, qui disent « mais c'est pas très grave, mais oui, ce cher, je sais plus comment il s'appelle, Bruno C, il est sympa, et d'ailleurs, si tu veux t'amuser, je te conseille de passer le voir. » Bon, et ainsi de suite. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des guignols, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas comme vous dites, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des guignols. Et puis, en attendant, là, c'est très très visible tout ça. Ah ben maintenant, ça commence à se voir vraiment. Mais en même temps, on n'y est pas pour rien, parce que ça fait des années qu'on gueule maintenant, et que je crois, on en parlait comme Éracelier pas plus tard qu'hier. L'opinion publique, elle est avec nous maintenant. Elle est plus du tout avec les pouvoirs publics. Ça, c'est certain. Alors, toujours dans ce sujet, il y a la question avec l'ASE, d'ailleurs, de l'autorité parentale. C'est un sujet qu'on peut même élargir sur beaucoup de choses, sur les écoles notamment. Mais cette autorité parentale justement, qui est de plus en plus contestée par l'éducation nationale et par d'autres. Mais dans notre sujet, vous le montrez avec l'ASE, les parents sont de plus en plus... séparés et privés de cette autorité parentale. Et puis vous évoquez l'affaire Dalila Sadok, qui, elle, est totalement pareil. Là encore, grave erreur des services sociaux et puis des magistrats derrière, et on va placer les 2 enfants de Dalila chez le père, qui est quand même soupçonné de pédophilie auprès de ses enfants, et peut-être même en réseau, c'est ce que dit Dalila. Donc, et elle a beau faire des pieds et des mains, et Dieu sait qu'elle en fait. Elle est dans les survivantes de Barnerias, et c'est quelqu'un en plus, c'est pas quelqu'un... ils sont tombés sur un os, parce que elle est, je sais plus, mais elle a un poste important, elle a fait des études, c'est quelqu'un... Puis elle est combattante. Et elle est très combattante. Il y a quand même eu une tentative de meurtre contre elle. Bien sûr. Donc, il y en a une qu'elle raconte là, et une plus récente où... elle était en voiture avec Martine Bouillon et elles se sont pris une balle à l'arrière de la bagnole. Ah oui. Une balle, ça c'était il y a 1 mois. D'accord. Parce que là déjà c'était déjà une bagnole, quelqu'un qui tente de l'écraser. Oui, et le mec a été arrêté, le mec a été en prison. Et quand on lui a dit mais pourquoi... Allez, il était évidemment commandité, vraisemblablement. A priori par son ex-mari bien ou sûr. copain. Et alors parce qu'en plus il est tchétchène, ou il n'a rien à voir avec l'histoire, il passait par là. Et il n'a aucune explication à donner en réalité. Donc, en vrai, il avait pris un petit bifton pour aller faire un mauvais coup. Et c'est les mêmes fonctionnements que dans l'affaire où il y avait les francs-maçons de la loge à Tanor. Mais elle, c'est ce qu'elle dit, en fait, c'est ça qui est intéressant. Elle pense que c'est... mais c'est la même chose. Cite à Ténor, non? Ou à Tanor, je sais à Tanor, je crois, mais peut-être à Ténor.
Elle les cite elle-même en disant je retrouve moi cette méthode. Donc ça veut dire qu'elle considère que c'est ça qui est à l'action aujourd'hui. Il est possible, dans son cas, qu'il ait des relations. Donc, loge franc-maçonne, je précise. Oui, c'est ça, son ex. Eu des articles du Parisien sur le sujet. Et trouver des hommes de main, c'est pas bien compliqué. Hein. Enfin, en tout cas, on voit bien que cette femme aujourd'hui, elle publie chez vous une lettre absolument poignante où elle dit « Je veux retrouver mes enfants, sauvez-les, ils sont en danger, il faut faire quelque chose. » Il y a les dessins, vous avez vu, la poupée, ce que la petite fait à sa poupée. Oui, donc la petite, on a vu tout à l'heure dans le teasing, mais c'est une poupée Barbie et elle a une espèce de scotch partout autour d'elle, sur le visage, sur les reins et au niveau des articulations, comme si elle était maintenue comme ça. Voilà. Et puis l'explication qui est donnée par un spécialiste par rapport à cette façon de grimer sa propre poupée ou de la bâillonner, c'est que dans les sévices sexuels, souvent les enfants on masque le visage des enfants afin que l'horreur soit plus grande. Eh ben, l'horreur est de toute façon absolument affreuse. Et d'ailleurs, elle explique que quand elle récupérait ses enfants après le passage de son père, chaque fois ils étaient dans un état délabré, catastrophique, les enfants, psychologiquement mais aussi physiquement. Sa fille a fait une MST à l'âge de 2 ans. Oui. Quand même pas banal. Oui, les choses sont quand même assez claires. Et malheureusement, pour le moment, elle n'entend pas gain de cause. Ah, pas du tout. Donc elle est toute seule et là, elle vous demande de l'aider. Elle est histrionique. Elle est considérée comme histrionique par les mêmes services sociaux et les experts qui l'ont rencontrée. Et alors, elle est très engagée. Elle est parfois un peu trop vitupérante. Mais en même temps, vous auriez piqué vos 2 gosses pour les confier au père prédateur, vous seriez pareil. Donc, je serais pire. Vous seriez pire. Je n'en doutais pas. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, il faut que ça bouge pour Dalila. Et il faut qu'on arrive à récupérer ces 2 gosses. Alors, qu'est-ce que nous, par exemple, vous pouvez faire là-dessus ? Travailler avec ses avocats et lui trouver d'autres avocats pour aider, qui viennent en renfort. C'est là où, par exemple, Justice pour l'enfance, ça peut aider ? Bien sûr, c'est ça. Justice pour l'enfance, c'est uniquement ça. C'est 39 avocats sur toute la France. On reçoit des demandes et on essaye d'aider tout le monde. Je rappelle un petit point sur Justice pour l'enfance, donc une association que vous avez créée qui permet d'aider justement dès qu'il y a des affaires comme celle-ci qui n'avancent pas avec des familles en détresse, et bien de mettre des avocats sur le coup. Et qui permet aussi de reverser les bénéfices de carlzero.tv qui diffuse des docs ou des films, des fictions, des courts-métrages qui concernent le fléau de la pédocriminalité. Donc Carl Zero TV aide Justice pour l'enfance, en fait. Oui, c'est-à-dire c'est le prolongement, en fait. Il y a d'abord eu le magazine L'Envers des Affaires, puis carlzero.tv. Et quand on fait carlzero.tv, on voit que c'est un sujet qui interpelle les gens, qui les intéresse. Il y a beaucoup, évidemment, d'anciennes victimes ou de jeunes parents maintenant qui ont peur pour leurs propres enfants. Et du coup, comme ça, je dirais pas que ça fait un volant formidable d'argent, mais là, l'année dernière, il y avait 10 000 euros de bénéfices. Je les ai mis dans Justice pour l'enfance. Et puis depuis, les gens envoient des dons. Donc, comme ça nous permet, nous, de l'autre côté, d'aider les avocats. Alors, évidemment, on les paye au minimum syndical. Et donc, puis, on eux exige aussi font ça. Tout le monde fait ça, je veux dire, pour aider. Évidemment. Mais en même temps, c'est des heures qui ne passent pas sur d'autres dossiers. Donc, il faut bien qu'ils soient rétribués. Et ce qui est important à dire, c'est que bien souvent, on tombe sur des affaires où il n'y a pas... ils n'ont même pas l'AGI, ils ont rien, les gens. Ils sont... Et donc, le fait d'avoir un avocat en qui ils puissent avoir vraiment confiance, et voilà, et qui sera en même temps rétribué, est une bonne chose. Tout à fait. Et puis, peut-être aussi, parce que alors, il y a les affaires de réseau, mais il y a les affaires de répétition, de compréhension de tout ce monde-là. Vous apportez aussi une expertise, finalement, Justice pour l'enfance et vous-même. Oui, en fait, c'est un travail de longue haleine et il a fallu que je comprenne moi-même. C'est une forme d'étude. Finalement, j'ai passé un baccalauréat pédophilie pour pouvoir arriver à comprendre tout, quoi. Comment ça fonctionnait, et aussi il y a un autre aspect des choses par rapport à Justice pour l'enfance, c'est le travail de comment approcher la justice. Sans la brusquer, c'est-à-dire sans qu'elle se referme comme une huître et qu'en plus plus rien faire. Voilà, parce que quand vous arrivez avec tenez, alors vous rencontrez un magistrat, tiens, j'ai là un dossier
C'est un réseau. Hum. Le mec, il est déjà. Mais oui, tu passais, Oui, mais je oui. te vois plus. Oui, bah je te oui. vois plus. Allô, Mais alors, allô. comment vous faites là? Sincèrement, vous avez des On tips? galère. On galère. Bah oui. C'est très difficile. Dès qu'il y a un réseau, attention, ça va remonter. Si jamais il y a un ou deux non connus en plus dedans, alors là, c'est Donc en fait, il ne champagne, faut pas dire réseau tout de samba. suite. Non, il vaut mieux. Il faut ambiancer. Il faut Profil dire. bas. C'est une secte. Hum. Ça, ils comprennent. Ah oui, Mivilude, tout ça, ça marche. Voilà, ce côté-là, ça marche. Ils peuvent l'entendre. Hum. Le côté réseau pédosatanique, c'est. Allez, Karl, t'es gentil. Intéressant. Alors, on change complètement de sujet. Vous avez abordé le Japon. Alors, ça, c'est une affaire terrible, le Japon. C'est l'histoire d'une disparition. Oui, d'une femme à peu près de ton âge. Je sais plus Oui, si on se très tutoie, on se jeune, voit, très hein. jeune. Oui, bah, on se tutoie. Enfin, ça dépend des fois, mais je crois qu'on se On tutoie. se tutoie vos voix. Oui. Une femme à peu près de ton âge qui est passionnée par le Japon, qui part. Alors, elle a quel âge, je vais vérifier. Elle a 36 ans, hein, bah, bravo. Ouais, là, vous êtes sur mon âge. Voilà, je m'en doutais un peu. Eh ben, imagine, tu arrives au Japon, tu es passionné, tu vas à Nikko parce qu'il y a les temples et tout. Et dès le lendemain matin, hop, tu disparais. Pif, paf, et on te retrouve jamais. Ouais. Et quand on dit, alors, elle est où? Là, c'est très compliqué parce que au Japon, il y a une grande mode, c'est de disparaître. Surtout dans cette région. Ah, c'est deux choses. Au Japon, globalement, le fait de disparaître, c'est un sport national. Ah Ça bon, à se ce point-là fait énormément. C'est horrible. Oui. Et il n'y a pas d'enquête. Parce que c'est les gens, ils veulent changer de vie, ils en ont marre, ils pètent une durite. Non, mais c'est vrai, c'est ça ou ça, c'est ce qu'on dit derrière? Non, ça c'est un vrai problème au Japon. Deuxième problème, c'est qu'au Japon, la loi est vraiment très complexe et pour arriver à les faire travailler, c'est extrêmement difficile. Alors, mais en même temps, je peux pas Mais trop surtout, en dire ils veulent pas se mettre en porte-à-faux. J'imagine que c'est ça. Parce que moi, j'ai lu, c'est que à chaque fois qu'on leur reproche de ne pas avoir fait une enquête à un certain endroit, ils y vont, mais Arculon. Oui, Arculon, exactement. Arculon, et puis Mauvaise foi. la preuve du foulard qu'elle a jamais Oui. porté en disant Il y a pas d'ADN ce dessus. foulard lui appartenait. Et par contre, quand ils vont faire les tests de luminol Oui. dans la chambre, alors là, éclaboussure de sang partout dans la chambre, et là, ils enquêtent pas. Oui. Et, tiens, il y a dû avoir du sang. Puis c'est terminé. On voit hein, les images Et des en même temps, on éclaboussures ne de peut pas sang. trop, et surtout la famille, ne peut pas trop les emmerder, si j'ose dire. Bah, le même problème que ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que Sinon, ils se ça referment les et c'est fini. Ils coupent Ça la les communication. agace. Voilà. Donc ils peuvent rien faire. Là, ils comptent encore un peu sur, je crois, un des parquets français qui peut relancer l'affaire en mode cold case, mais ça va pas aller très loin. Oui, le fameux truc de Nanterre, là. Mais heureusement, ils sont 4 enfants, je crois, dont un frère et une sœur qui est journaliste d'ailleurs et qui fait un travail d'enquête, Ouais. et un frère qui fait un super travail aussi. Mais c'est absolument terrible. Elle disparaît. Et très difficile. Et l'enquête qu'on peut retrouver dans le magazine est très bien menée parce qu'on voit bien le jour de la disparition, le récit qui est servi par les autorités japonaises qui disent « Ah bah là, elle est partie se promener, regardez, elle est tombée dans l'eau, je sais pas quoi. » Et puis, ça correspond pas du tout ni aux données du téléphone, ni rien. Donc là, on se dit... À rien. Il y a clairement un mensonge. Il est probable que le tenancier de l'hôtel en question Qui ment? soit le coupable. Ah oui. C'est ce que je pressens, mais bon. Et parce qu'on est sûr qu'a priori, elle est morte. Sinon... Oui. Donc voilà. Alors, autre sujet plus rigolo, beaucoup plus rigolo, Alain Delon. Alain Delon, que vous avez connu, bien connu. Et alors, je vais aller sur les pages de votre Et dans rencontre. des circonstances vraiment très amusantes. Oui, donc parce que vous-même, vous avez été appelé, parce que vous avez quand même une vie très mondaine, très sur le devant de la scène pendant très longtemps, Karl Zéro. Maintenant, vous êtes sur le devant de la scène, mais une autre scène, on va dire. Et vous avez été appelé à tourner un film, vous aussi, finalement. Oui, alors ça, c'est très, très drôle. Ça se passe en 95. Une nuit, je reçois un appel. C'est Bernard-Henri Lévy. Et moi, je suis persuadé que c'est Laurent Baffy qui me fait une blague. Ah oui, d'accord. Je lui dis, Laurent, arrête tes conneries. Il est 1h30 du matin, j'ai autre chose à foutre que... Mais non, pas du tout. Je suis réellement BHL. Je suis réellement Bernard-Henri Lévy. Et je m'apprête à tourner un film au Mexique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle si tard. Excusez-moi pour le décalage horaire. Et j'ai pensé à vous pour interpréter Raoul Lévy, qui était le producteur, vous vous en souvenez certainement, de Brigitte Bardot. J'ai jamais entendu parler de ce Raoul Lévy. Je crois pas tellement que c'est Bernard-Henri Lévy qui me parle.
Moi, je le connais surtout parce que je fais des sketchs à l'époque, à Nulle part ailleurs, sur Canal+. Et BHL est une cible favorite. Je me fous de sa gueule avec sa chemise blanche et, tout, et la perruque pour faire le BHL. Mais en fait, non, c'est vrai. Il n'est pas rancunier, alors. Hein. Non. Non, mais à l'époque, il a besoin d'un comique. Et moi, à l'époque, je suis un comique. Je suis un comique. Un comique un peu qui fait des sketchs un peu à message politique et tout, mais quand même, bon. Et donc, me voilà embringué dans cette affaire-là, et je me retrouve avec Alain Delon. Et le Alain Delon est quand même un sacré morceau, un bougre. Et donc, ça commence par cette phrase terrible. J'ai dit bonjour, je suis Carl Zéro, ton nouvel ami, et il me répond j'ai eu que 3 amis dans ma vie. Jean Gabin, Maurice Renet et Lino Ventura. Et que je sache, tu n'en fais pas partie. Ouais, ça, je suis très rigolo. Alain Delon. Ça, c'est très rigolo. Mais pourquoi aussi commencer par je suis ton nouvel ami? C'est bizarre. Ça, c'est moi, je suis joyeux. Oui, c'est ça. Je suis joyeux. Moi, je suis bonne patte. Un peu provocateur, peut-être. Oui. Mais en même temps, bon, t'es en face d'Alain Delon qui est un demi-dieu au Japon. Oui. Donc, si tu ne rentres pas dans le chou tout de suite, alors, je vais raser les murs parce que c'est Alain Delon. Moi, je m'en cogne d'Alain Delon en même temps. Ok, c'est une star, mais moi, à l'époque, je suis à Nulle part ailleurs. Je suis une petite star aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même, il faut le dire, ça un moment très, très amusant. Et je ne sais pas si ça plairait beaucoup à Alain Delon qu'on le dise, mais bon, il doit, à un moment donné, se baigner dans la piscine, c'est ça? Ah oui, ok. Ouais. Oui, bah, ça, c'est très, très drôle parce que j'avais repéré, comme j'étais chafouin et taquin, j'avais repéré dans le scénario de Page 143 dans le scénario du film. Voilà, il devait se baigner nu dans la piscine pendant que dans une scène commune où on est tous les deux, qui est un peu zéphirellienne ou un peu, oui, je dis la nuit de l'iguane. Ou bon, moi je suis en smoking blanc, un peu dépenaillé, comme ça, un peu revenu de tout, parce que Ariel Dombal, qui est censé être ma protégée, être Brigitte Bardot en vrai, veut quitter son producteur pour cet Alain Delon, qui lui est une espèce de vieil aventurier à la peau tannée par le soleil et tout ça. Enfin, Alain Delon dans le texte, quoi. Ouais, Alain Delon. Et donc, on a cette scène, mais il est tout nu. Il a écrit tout nu. Donc, évidemment, moi, je lui fais dans 15 jours, je vois ton zizi. Dans 12 jours, je vois ton zizi. Dans 8 jours, je vois ton zizi. Bon. Mais tout ça est bon enfant. Oui. Et arrive le fameux soir, c'est un tournage de nuit, prévu pour, mettons, minuit. Minuit, il n'est pas là. 1 heure, il n'est pas là. 2 heures, il n'est pas là. 3 heures, il n'est pas là. Moi, j'en ai marre d'attendre. Et je m'inquiète, je tambourine à la loge. Et là, je me fais envoyer bouler direct. Ah non, Karl, commence pas à nous emmerder, me tutoyant subitement, BHL. Et là, Delon finit par sortir. Il a un peignoir, il tire le peignoir. Et là, je vois quoi? Un slip. Mais c'est même pas un slip. Il est en bois, son slip. Tellement... J'ai fait comment? Tu n'es pas nu? Et là, il me refait ta gueule. Bon, ok. Puis après... il vous voyait visiblement. Fermez votre gueule, Karl. Ah, ça, c'était BHL. Ah oui, pardon. Alors, ah oui, c'était... D'accord. Ouais, les deux ont dit ta gueule. Et donc, alors, il va dans l'eau. Cela dit, c'est là que je vois que c'est... En même temps, les choses sont marrantes, hein, parce que dans la vie, il y a les deux à la fois. C'est un excellent acteur. C'est-à-dire, il connaît vraiment... Moi, je connais mon texte, pas du tout. Lui, il connaît parfaitement son texte. Il est juste. C'est-à-dire qu'il est crédible, il nage. En fait, il nage dans 10 cm d'eau. C'est pas du tout une piscine. C'est un pauvre bassin qu'ils ont peint en bleu. L'eau est glacée. Oui. Il a son slip en bois. Il nage. On dirait qu'il nage dans une piscine de 4 mètres de profondeur. Il est excellent. Mais quand même, on fait une prise, 2 prises. Puis je lui dis, mais pourquoi t'es pas tout nu? Oui, je suis très déçu. J'espérais voir ton zizi. Je dis la fin du texte de Karl. Bah oui, je suis déçu quand même. On voulait voir ton petit gonfanon. Et alors, il me répond, moi qui ai séduit toutes les femmes du monde, comment veux-tu que je présente Alain Delon avec un zizi olive? Il faut rappeler à nos amis auditrices et auditeurs que dans l'eau froide, effectivement, même le zizi d'Alain Delon a tendance à rétrécir un peu au lavage. Voilà. C'est génial. Non, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Puis après, en fait, l'intérêt de cet article, c'est que... Non, il n'y avait pas que le zizi dans l'affaire. Non, je l'ai interviewé extrêmement longuement. Et j'ai retrouvé toute cette interview qui date de l'an 2000. 4 heures d'entretien. Ouais, et qui est... Franchement, il se livre vraiment, sans aucune langue de bois. Il répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur les nombreuses affaires qu'il a pu traverser, en disant ou pas la vérité. Après, il y a ce que j'en pense moi, que je dis aussi au passage. Prenons un exemple. Oui.
Alors, Sur on peut donc- Markovic, par exemple, moi je suis persuadé qu'il a commandité. Alors je vais peut-être prendre un procès, donc, mais enfin, j'ai de bonnes raisons de croire. J'essaie de me Peut-être, juste, reprendre. pardon, revenons sur l'affaire Markovic pour tous ceux qui ne connaissent pas toutes les affaires de Long. Ok. L'affaire Un Markovic, petit, donc. récap. Markovic était un jeune et beau Serbe qui servait de chauffeur garde du corps à Alain Delon et malheureusement aussi d'amant à Nathalie Delon. Il semble que parallèlement, il faisait chanter beaucoup de personnes et notamment les Pompidou, puisqu'il disait qu'il y avait des partouzes avec le couple Pompidou et d'autres personnalités. Il y avait à l'époque des photos, qui étaient sans doute montages d'ailleurs, qui circulaient, où on voyait un auteur célèbre de l'époque qui s'appelait Jean Caux, en compagnie d'Alain Delon et des Pompidou et de jeunes demoiselles. Enfin, bon, et ça avait été lancé à l'époque, je crois, par le journal Minute, et ça avait fait Flores, et c'était repris dans le monde entier. C'était un vrai gros scandale. D'autant que le Markovic en question, eh ben, on le retrouve dans un matelas, dans une décharge, mort. Et que assez rapidement la police s'intéresse à un grand ami d'Alain Delon qui s'appelle Marc Anthony, qui était un Corse que Delon avait connu quand il était revenu d'Indochine tout jeune, qu'il avait 18 ans, et qui était un des parrains du milieu corse à l'époque sur Toulon. Et qui après se retrouve à Paris ou à Ville d'Avray, une belle villa, des costumes rayés, enfin la totale, vraiment et un mec plutôt avenant, hein. Une espèce de Charles Pasqua, en fait, qui n'aurait pas réussi dans la politique, mais qui restait purement corse. Et il est plus que probable que Marc Anthony ait aidé Markovic à mourir. Voilà, ça c'est mon sentiment. Ah oui. Alors C'est Markovic, joliment lui, dit que Markovic Non, dit Delon. plus rien. Oui. Delon Oui. dit pas du tout, circuler. D'ailleurs, j'ai eu un non-lieu, allez vous faire foutre. Marc Anthony, qui a fait un livre avec Serge Garde, mon ami, avec qui on a fait Zandvoort et tout ça, a assuré à Serge Garde qu'il n'y était pour rien. Mais quand je pose la question à Serge, il dit mais mon cul, bien sûr qu'il l'a fait. Bon, voilà, maintenant jetons le manteau de Noé. Tout ça est très vieux, très loin, mais c'est assez intéressant. Par contre, il y a une rumeur que j'ai vue apparaître il y a 2-3 ans sur les réseaux et sur le net, lancée par ce personnage curieux qui s'appelle Gérard Fauré, qui est censé être le dealer du tout Paris à la grande époque, et qui affirme bec et ongle qu'Alain Delon, quand il était à Marrakech, qu'il avait un riad là-bas, des enfants entraient et sortaient, et il était pourvoyeur d'enfants pour des soirées. Alors je crois qu'il mélange absolument tout. Pédocriminel et bisexuel, c'est ce que disait Gérard Fauré. Oui, mais que Alain Delon ait été bisexuel, c'est un secret de polichinelle. En revanche, qu'il ait été pédophile, franchement, à ça, j'y crois pas une seconde. Je pense que M. Fauré confond un petit peu avec le couple satanique Berger-Saint-Laurent, qui, dans la Villa Majorelle, et ça, on a les récits du petit ami de l'époque de Saint-Laurent, là, il se passait des trucs vraiment pas nets, et de sadisme, de violence vis-à-vis de gosses de là-bas. Mais on peut difficilement accuser Alain. Enfin, moi, j'y crois pas. J'ai d'ailleurs posé la question à Bernard Violet, qui est le mec qui sort bientôt un bouquin sur Delon, et qui avait sorti le fameux bouquin qui avait tant énervé Delon à l'époque, Les Mystères Delon, et là il fait une nouvelle version avec de nouvelles révélations, qui m'a dit, écoute, moi franchement, j'ai jamais eu un récit qui allait dans ce sens-là. Alors, évidemment, dans les nouvelles accusations qui sont sorties dernièrement sur Alain Delon, c'était sa proximité avec Jean-Marie Le Pen. Ça, vous lui en avez parlé directement? Oui, c'est-à-dire que lui, il dit, je ne suis pas facho. C'est vrai qu'il n'était pas facho. C'est vrai qu'il était très, très à droite, voilà ce qu'on va dire. Il était vieille France, surtout. C'est pas tellement être facho, c'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque du tournage du film, j'avais droit tous les soirs à un cours de géopolitique sur le danger terrible que représentait l'islam à ses yeux, et ces invasions de migrants qui allaient arriver, et c'était la fin du monde. Et moi, ça me faisait marrer. Je lui disais, mais tu racontes n'importe... Enfin, j'étais pas du tout de son avis. Et je lui disais, mais en même temps, il y a des apports. La France, c'est toujours... Bon, enfin, à gauche contre la droite, hein, vraiment. Bon. Et lui, il était... Mais pas facho, non. Facho, certainement pas. Après, il était très... Il avait, au fond, un besoin de se montrer très viril. Parce que, profondément... Il n'était peut-être pas. Il ne l'était pas.
Et donc, il s'était forgé cette espèce de carapace de Alain Delon, l'homme. Froid, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez aussi sur le côté froid, qui pouvait être très très froid, mais c'était peut-être aussi une carapace. En tout cas, très binaire comme ça. Il pouvait être un jour adorable, comment t'avais mal au genou, ça va mieux ton genou, machin. Est-ce que tu vois, mon petit Karl, je te donne un petit verre, machin. Et le lendemain, il sait même plus qui t'es. Il était bipolaire totalement, et il s'était créé un personnage parce qu'il était, au fond, beaucoup trop sensible humainement. Ouais, c'est intéressant. Il était pas... C'était un enfant perdu. C'était un enfant malheureux. C'était presque un enfant de l'ASE. C'était... Et la manière dont il a traité ce fils Harry Boulogne, du nom de la mère d'Alain Delon, qu'il avait eu au cours d'une nuit avec Nico, la chanteuse bien connue du Velvet Underground, et qui n'a jamais voulu reconnaître, et qui est mort très récemment, il y a quelques mois, parce qu'il se droguait depuis toujours, et qu'il n'avait jamais compris pourquoi l'autre l'avait rejeté comme ça. Et même Anthony a fait un hommage à Harry quand Harry est mort, puisque c'était Édith Boulogne, la propre mère d'Alain Delon, qui avait élevé Harry, alors que c'était censé pas être son fils. C'est quand même un peu compliqué. Oui, c'était quand même... Mais bon, et en même temps, moi je garde le souvenir d'un personnage attachant, malgré tout. Même s'il pouvait avec des failles, en fait. Il pouvait être très très chiant certains jours, ou faire des erreurs, ou être extrêmement bizarre. J'ai souvenir de... Quand on tournait le film, il m'a cassé les couilles. Ah, les enfants me manquent. Les deux petits, là, qui sont grands maintenant. Alain, Fabien et Anouchka. Ils me manquent, les petits me manquent. Car les petits me manquent. Mais, attends, moi aussi, j'ai des enfants, ça va. Je suis pas en train de pleurer toute la journée. Les petits me manquent. Les petits me manquent. Les petits me... Ils finissent par arriver. Avec la femme Rosalie. Lui, il engage des... Alors là, on bascule dans la série Narco. Il engage des mecs avec des flingues comme ça, de partout. Des gros mecs, des moustaches, tu vois, les Mexicains parfaits et tout, pour protéger les enfants au cas où. Je dis ça, c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que les premiers qui vont renseigner les autres pour enlever les enfants, c'était Narco à pistolet. Ah, tu crois? Je dis, t'es au Mexique, quoi. Et, et alors, le lendemain matin, alors, les enfants, quelle joie, tu les as retrouvés et tout. Ils sont repartis. Comment ils sont repartis? Ils faisaient du bruit. C'est sympa, l'ambiance familiale. Alain. Oui, c'est ça. Alain. Bon, en tout cas, vraiment un super dossier sur Alain Delon, avec beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur lui, les interviews, en effet, les dossiers, et puis la vie personnellement avec Alain Delon. Et puis, un sujet quand même qu'on aborde, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup abordé d'ailleurs, celui des ovnis. Pour finir. Moi, j'en avais jamais parlé. On n'a pas parlé du quartier latin pédophile. Ah, bah oui, le quartier latin pédophile, c'est vrai. En plus, rien que pour ça, faut acheter le journal. Quoi. Et puis les mecs, Claude Imbert, le patron du Jean-François Revel, l'académicien, l'Express, Michel Tournier, alors rappelons Balthus, Matzneff, bien sûr, Sioran, Michel Foucault, attends. Et tout ça, ce sont des révélations de deux femmes. Deux femmes. Dans Libération, quand même. Une dans Libération et l'autre dans son propre livre, sorti en 2015 et puis repris derrière récemment par Challenge. Où on se rend compte qu'il y avait deux réseaux, mais que comme les mecs habitaient à 2 rues l'une de l'autre et étaient tout le temps fourrés chez Lip, à la brasserie Lip, voilà, là par exemple, il y a quand même le fameux coupe-papier. Oui. Alors ce coupe-papier... Elle en parle, mais c'est vrai que quand on le voit, on comprend mieux. Voilà, c'est avec ce coupe-papier qu'il pénétrait les enfants, de Marc Christophe, avec une sorte de scène érotique en plus, ça si on regarde de près, enfin bref, c'est à vomir, sauf que ces gens-là, c'est les gens qui donnaient le là. Pendant 40 ans, depuis l'après-guerre jusqu'à très récemment. Et donc, pourquoi quand Libé, quand même, Libé se fait des frayeurs, Libé a défendu la pédophilie indéfiniment, a fait signer des pétitions ignobles et tout. Là, enfin, en 2024, Libé publie un papier et il est repris nulle part. Oui, par nous. On en a fait une grosse émission. Oui, mais... je vous mettrai le lien. Je parle des médias traditionnels. Bien sûr. Clémence, tu n'es pas encore un grand média. Non. Tu es en devenir. Oui, donc, exactement. Regarde les autres. J'ai pas entendu Le Figaro, j'ai pas entendu Le Parisien, j'ai pas entendu TF1, j'ai pas entendu, je sais pas, Canal+, n'importe quoi. J'ai RTL, qui tu veux. Pas un mot. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, les Imbert, les Revel et compagnie, tout le monde était obligé d'aller leur
oh, non, je vais être vulgaire, était obligé d'aller les embrasser sur les pieds pendant 40 ans. C'était des grands Manitou, ils faisaient partie du club du siècle, avec Olivier Duhamel. Et là, tout d'un coup, le truc se fissure, et comme le truc se fissure et qu'il voit bien, merde, chef, ça se fissure. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si de rien n'était. Ouais, et les révélations, alors d'abord, on peut retrouver cet article en effet de Libération, on peut retrouver le livre. C'est une série qui était suivie par les révélations d'Inès Chatin, et c'est absolument terrible. On voit ce qui se passe. Elle raconte en effet le réseau qui le protège quand elle veut porter plainte. Elle raconte ce qui lui arrivait quand elle était enfermée dans les appartements. Tu devrais interviewer le journaliste de Libération, Monsieur Ledevin, qui a fait cette série. Oui, c'est vrai. Juste pour lui demander. Vous n'êtes pas un peu surpris quand même qu'il n'y a eu aucun écho à votre série, quand même 6 numéros de suite, plus un hors-série publié le samedi suivant. Rien, pas une ligne, genre, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai que c'est... Attends, c'est signer le crime. C'est quand même formidable, j'adore. C'était courageux de leur part. Mais en tout cas, très beau recension avec compréhension, donc carte, comment fonctionnait ce réseau, tout ça, on le retrouve évidemment, on va le remettre bien, voilà. Ici, à l'antenne, et ça c'est évidemment retrouvé dans ce numéro. Allez, un dernier mot sur les ovnis. Oui, les ovnis, en fait, Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a le droit d'en parler. C'est-à-dire que les Américains ont déclassifié des trucs. Et là, tout d'un coup, il y a des militaires, des scientifiques, des mecs des services secrets, des tas de gens qui sortent du bois. Et là, c'est des Français. Et qui expliquent, on a un problème. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Mais ça, c'est des affaires qui ont été déclassifiées. On considère que ça arrive encore aujourd'hui, des apparitions, des visions, des choses qui sont dans le ciel qu'on n'arrive pas à expliquer. On considère qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, il y en a. Il y en a, mais c'est pas... Mais c'est quoi, par exemple? C'est des trucs qui sont pas... Parce que pendant longtemps, n'importe quoi passait pour un ovni. Non, mais ovni, de toute façon, ça veut dire objet non identifié. Donc, oui, il n'est pas identifié. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une soucoupe volante. Il est clair que la plupart du temps, c'en est pas une. Déjà, les gens, ils confondent, par exemple, Starlink de Musk, et ils disent « Ah, mais je vois 50 ovnis qui se suivent à... » Bon, non, c'est une chaîne de satellites. Les gens commencent à mieux comprendre. Après, il y a des tas d'armes qui sont pas répertoriées, ils font des tests, et ça depuis très, très longtemps. Étrangers qui viennent, oui. Voilà. Et puis, il y a là où on ne sait pas du tout. Et ça arrive aussi, et c'est ce que racontent ces deux spécialistes. Oui, on est face à un vrai problème. Il est probable qu'il y ait quelque chose d'autre, donc de non-humain, qui viennent regarder un peu ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Ils en savent pas plus, ils en disent pas plus. Mais c'est c'est ce que je dis dans mon petit lancement. Oui. Avant, c'était, ok, tu crois aux ovnis, t'es un fada. Voilà, maintenant qu'ils en font des départements spéciaux, ils se disent, on a un petit problème avec ça. Ouais, c'est intéressant. Et là-dessus, les Américains. Moi, j'ai vu une fois un truc, mais j'ai jamais pensé que c'était un ovni. J'ai vu un truc, ça n'existe pas ce que j'ai vu. Mais c'est quoi? C'était où? C'était en Corse. C'était en Corse. Et juste en face, il y a l'île de la Magdalena, en Sardaigne, où il y a une base américaine. Je prenais le petit-déj, et tout d'un coup, j'étais tout seul. Il devait être 8 heures du mat'. Il y avait en face de moi le maquis, la mer, merveilleux. Et là, pendant l'espace de peut-être une seconde, il y a un truc qui est venu comme ça. Et il s'est barré. Et c'était un truc... Mais c'était pas au loin, c'était peut-être à 8 mètres de moi. Et c'était un truc qui était voilà, exactement comme ça, de cette couleur-là. En métal. En métal, avec un ou deux... Il y avait marqué MacBook Pro dessus. Non, il y avait... Et donc, je me suis dit, attends, t'as bu hier? Non. De café? Non. Je ne sais pas ce que c'était. Ça a fait. Alors, comme vous ça. savez, juste, non, mais c'est intéressant parce que mais ça quand tenait, on regarde toutes les apparitions, elles sont souvent au-dessus des bases militaires, notamment nucléaires. Parce que peut-être ça le nucléaire... tenait tout l'espace de mon champ de vision. Et ça ne faisait aucun bruit. Et je vous dis, c'était en acier. Il y avait comme
une ou deux tubulures, ou je ne saurais pas dire, il n'y avait pas de lumière spéciale. C'était tellement massif. Il y avait une odeur ou pas? Non. Et pas de bruit. Et je suis resté sans voix. Et je me suis dit, non, j'ai rêvé. J'ai rêvé, et puis, non, j'ai pas rêvé. Voilà. Eh bien, on a le droit. Ça, moi, je dirais, ça, c'est un truc militaire dont tu parles pas. Voilà. Ou alors le militaire ou le nucléaire provoque des réactions ou des choses. Voilà, enfin, on interprète comme on veut. En tout cas, on a le droit de se poser les questions. Et vous le faites ici. Carl Zero présente l'envers des affaires, le numéro 13. On va le revoir ici apparaître en image, avec notamment ce gros dossier sur l'ASE. Mais vous avez vu beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup, Carl Zero. Merci, Clémence. Et à très bientôt. Toujours un plaisir. Et c'est fini ici sur Toxin, c'est fini. Je ne m'entends pas, c'est bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me le dire ici dans le chat? En tout cas, je vois plein de cœurs. Vous pouvez mettre des cœurs, des likes, tout ça. On est tous avec vous. Et visiblement, il y a des petits problèmes de connexion ici. En tout cas, sachez, chers amis, si vous m'entendez, que d'abord, merci infiniment d'avoir été extrêmement nombreux. Ça y est, aujourd'hui, parce qu'on a dépassé les 6000 auditeurs. Vous mettez des cœurs, des likes, des pouces pour pousser au maximum cette vidéo qui a encore battu des records. Ensuite, autre annonce, vous retrouvez demain, c'est la Toussaint, donc vous ne retrouvez pas Nicolas Vidal, mais dimanche, en revanche, vous retrouvez André Berkoff. André Berkoff que vous retrouvez tous les dimanches à 13h. Cette fois-ci, il va interviewer un grand expert en politique énergétique. Essayez de deviner tout de suite qui c'est. On peut faire une petite énigme ici en direct sur le chat. Vous pouvez aussi retrouver, vous savez, cette fameuse affaire de notre vidéo sur l'affaire Boulin. Affaire Boulin qui, visiblement, vous l'attendiez. Cette grande interview de la fille de Robert Boulin, qui a été, moi je le dis, assassinée. Eh bien, elle avait fait 32 000 vues en à peine 7 heures. Elle cartonnait cette vidéo, tout le monde allait la voir et elle a été supprimée par YouTube. On va la remettre en ligne cet après-midi, donc n'hésitez pas, soyez connectés et surtout poussez-la au maximum, envoyez-la à tout le monde pour qu'on retrouve justement cet élan qu'on avait eu pour cette première vidéo et ces grandes révélations sur l'affaire Boulin, sachant que comme je l'ai dit d'ailleurs pendant cette interview, on en a un peu parlé avec Régis de Castelnau, il y a des nouvelles actualités. D'abord, on l'a eu en exclusivité juste après la rencontre avec son juge. Et puis, surtout, il y a eu ces derniers témoignages. Quelqu'un qui est arrivé, qui a donné des témoignages qui corroborent la thèse de Fabienne Boulin. Donc, surtout, allez la voir cet après-midi. Elle sera postée. Et je vous dis, donc, notre prochain rendez-vous, c'est dimanche 13h avec André Berkoff. D'ici là, allez, des pouces, des cœurs. On veut que cette Toxin, en général, ce média, explose, qu'on soit toujours plus nombreux. Il n'arrête pas de monter en puissance et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment. Et puis pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait et qui veulent le faire, eh bien, je vous appelle à nous soutenir financièrement également. Toxin-media.fr. 5 € par mois change tout. Si vous faites tout ça, je vous assure, on va pouvoir aller très très fort, très très haut et très longtemps. Merci à vous et donc à dimanche 13h.